J'espère que vous vous portez bien. C'est une nouvelle vidéo et puis la dernière vidéo, c'est notre dernière séance, la dernière partie qui nous reste de notre cours de gestion de la force de vente. Et aujourd'hui, nous allons en fait nous intéresser, donc après l'organisation de la force de vente, le recrutement de la force de vente et la formation de cette force de vente. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux principes de négociation de la force de vente et ce à travers la phase de préparation, la phase d'entretien et puis la phase de, comme j'ai dit, la phase de conclusion. Alors, commençons en fait par la phase de préparation. Donc, quand une force de vente doit réussir, donc lorsqu'un vendeur devrait réussir sa négociation, il doit passer par une phase de préparation. Et donc cette phase de préparation, elle est essentielle dans la réussite de négociation et il s'agit en fait de préparer la visite, l'argumentaire et bien sûr les marges financières de négociation. Commençons par la préparation de la visite qui consiste en fait à recueillir des informations sur le client, à bien maîtriser les caractéristiques du produit, comme ce qu'on a vu dans la formation. Donc, une partie de la formation du vendeur, c'est de bien connaître les caractéristiques du produit et bien sûr le client, et les conditions bien sûr du marché, de la concurrence bien sûr, et ce, donc la finalité, et ce afin d'être en mesure d'attirer donc l'attention du client, de susciter son intérêt, d'éveiller son désir et puis de le pousser à l'action, c'est-à-dire de faire passer, donc de passer commande. Et si vous arrivez à voir, c'est la méthode AIDA. AIDA, donc attirer l'attention du client, le A. Bien sûr, susciter cet intérêt chez le client. Donc quand on suscite cet intérêt, ça éveille donc le désir du client, ce qui va le pousser à l'action, c'est-à-dire ce qui va le pousser à acheter. Donc ceci, c'est par rapport à la préparation de la visite. Deuxième point important de la phase de préparation, c'est en fait la préparation de l'argumentaire qui suit en fait la méthode qu'on appelle la méthode CAP. C'est-à-dire, le vendeur doit faire en sorte de présenter les caractéristiques du produit, donc le C de CAP, en insistant bien sûr sur les avantages de ce produit, c'est-à-dire les bénéfices de ce produit, tout en n'omettant pas de présenter donc des preuves. Tout client a besoin de preuves, donc tangibles, et de ce qu'avance en fait ce vendeur. Donc par exemple une démonstration, un test, un essai ou bien sûr un échantillon, etc. Donc vraiment, il faut une preuve pour le client pour qu'il passe cette commande. Et toujours dans cette phase de préparation, nous avons en fait ce qu'on appelle la préparation des marges financières donc de la négociation. Et celles-ci en fait elles sont essentielles car elles permettent de savoir jusqu'à quel prix le vendeur peut se permettre d'aller donc pour obtenir la vente. Et en fait par exemple on peut prendre par exemple un vendeur donc dans le mobilier de bureau par exemple qui affiche fréquemment un prix qui représente le double de sa valeur. C'est une technique de négociation. Et là, il a une plus grande marge de manœuvre. Donc, dans la négociation. Ici, on a un exemple où le vendeur a une grande marge de négociation. Prenons un autre exemple. Par exemple, lors d'un appel d'offres, un fabricant automobile, pour répondre à cet appel d'offres d'un industriel, il sera ainsi, vu que c'est un appel d'offres, donc si on est devant le moins 10 ans, il sera incité à rogner ses marges, parfois jusqu'à obtenir un bénéfice, voire même nul, pour obtenir ce marché. Et donc, d'où la nécessité, en fait, donc dès le début, dès la préparation donc, de la vente et de la négociation, donc de déterminer et de définir les marges financières qui permettent en fait de savoir jusqu'à quel point le vendeur peut se permettre d'aller donc pour obtenir cette vente. Donc, la phase de préparation, c'est la préparation de la visite, c'est la préparation de l'argumentaire et enfin la préparation des marges financières. Deuxième élément de la négociation, c'est la phase d'entretien. Cette phase d'entretien, elle se divise en fait en plusieurs étapes. Il y a la prise de contact,
il y a la découverte, bien sûr, de ce client, l'argumentation pour amener ce client à acheter, et puis, bien sûr, le traitement des objections. Nous sommes devant un client, différents profils psychologiques, et le vendeur va faire face aux objections. Donc, comment traiter ces objections? C'est ce que nous allons découvrir donc dans ce slide. Premièrement, la prise de contact, elle conditionne en fait la suite de la négociation. Il faut en fait que le vendeur fasse bonne impression. Donc, le concept des 3 premières secondes. Donc, vraiment, donner ou bien faire bonne impression. Et ce, bien sûr, que ce soit pour le non-verbal, c'est-à-dire les gestes, la tenue vestimentaire, etc., qui mettra en confiance le client, mais aussi l'aspect verbal. Donc ceci par rapport à la prise de contact, qui est la première étape à franchir. La deuxième chose, donc, dans cette phase d'entretien, il y a la phase de découverte, qui consiste en fait à deviner, à l'aide d'un questionnaire bien sûr, bien des questionnements adéquats, les besoins du client. Et bien sûr, les questions, elles doivent mettre en confiance le client, donc l'intérêt du vendeur, ou bien le vendeur ne doit pas se transformer donc ces questions à un interrogatoire, sinon cette mise en confiance sera détruite. Et donc, le vendeur cherche à la fois à distinguer les véritables raisons d'achat qui pourraient inciter en fait le client à passer commande et à cerner le caractère du client, et donc afin d'adapter son discours. Et la plupart du temps, lors de cette phase de découverte et là, lors de cette phase donc, de questionnement, etc., la méthode la plus utilisée, c'est la méthode Soncas, sur laquelle nous allons nous attarder un tout petit peu, et pour comprendre un peu le profil psychologique donc, de chaque type de client. La méthode Soncas, c'est en fait sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Prenons le premier élément qui est la sécurité. La sécurité, qui est la première lettre de Soncas, elle fait partie donc des besoins primaires si on se réfère à la pyramide de Maslow. Elle fait partie donc des besoins primaires de l'être humain, juste après les besoins physiques ou physiologiques. Et donc, il est naturel pour un prospect ou un client d'être attentif à la sécurité du produit ou service qu'il va potentiellement acquérir. Et donc, découvrons un peu le profil psychologique d'un client sécuritaire. Celui-ci, il ne voudra absolument prendre aucun risque. Donc, il va hésiter, il va bien réfléchir, il a peur de se tromper, donc il va être pointilleux sur les détails. Et donc, un bon vendeur doit bien discerner ces choses. Donc, ce client a tout particulièrement besoin d'être rassuré, accompagné dans son achat. Face à ce profil, les types de mots à utiliser dans l'argumentaire de vente sont, par exemple, sécurité, garantie, solidité, expérience, fiabilité, assurance, référence, donc preuve, qualité, label, certification. Tous ces mots services après-vente aussi, donc vraiment des mots à choisir par le vendeur afin de de faire ressentir au client ce sentiment de sécurité. Donc là, c'est par rapport au S de Soncas. Par rapport à l'orgueil, il peut être rapproché un peu à de la fierté, de l'estime de soi, du besoin de se sentir au-dessus un peu du panier et donc être privilégié, tout comme la sécurité. L'orgueil est un besoin naturel, donc le sommet de la hiérarchie, le sommet de la pyramide, qui cherche en fait à s'affirmer et donc à sortir du lot de manière, plus ou moins forte selon le profil donc de chaque personne. Et donc ici, le client, ce dont il a besoin le plus, c'est il aura besoin d'un certain nombre d'arguments pour nourrir un peu son amour propre. Et
Ce client au profil orgueilleux, il va avoir besoin donc d'être valorisé, il aura besoin donc d'un haut niveau de considération, il va se conduire un peu en dominant par rapport au vendeur et il voudra se sentir un peu flatté, et faire savoir un peu autour de lui qu'il a acheté tel ou tel service, donc un sentiment un peu d'appartenance à une certaine catégorie socio-professionnelle. Et donc face à ce profil, les termes à utiliser ou à manier donc, durant la présentation commerciale, par exemple, la notoriété d'une marque, par exemple, mettre l'accent sur la notoriété, le design, par exemple, si c'est un produit de luxe, le privilège, la sélection, le mot unique également, le haut de gamme, le haut standing, le privilège, bref, la rareté également. Donc, autant de mots qui auront une force un peu sur cet orgueil propre, sur cet amour propre du client. Toujours par rapport à son casse, la nouveauté également, il s'agit de la troisième lettre donc de son casse, et le principe de nouveauté, c'est un vecteur commercial qui est majeur. Et il joue aussi un rôle important donc, dans les stratégies de communication. Donc la nouveauté, elle touche à la curiosité, aux besoins de changement du client, et la majorité des gens aiment briser un peu la routine et donc à apporter un peu du sang neuf au quotidien. Et du coup, la nouveauté, elle peut être rapprochée dans certains cas à l'orgueil. Donc orgueil et nouveauté peuvent être rapprochés dans le sens en fait où elle va permettre au client de flatter son ego par la jouissance d'un produit ou service nouveau. Et donc, le client qui aime la nouveauté se repère en fait à l'intérêt qu'il va porter aux derniers produits et services sortis, les produits à la mode et les dernières innovations suscitant clairement donc son intérêt. Ce client veut en fait se sentir précurseur et il est en recherche d'originalité. Et donc, face à un tel profil, le vendeur il est intéressant vendeur d'argumenter en utilisant par exemple le mot innovation, le mot nouveauté, le mot changement, le mot invention, création, originalité, évolution, avant-garde. Donc le vendeur doit vraiment choisir des mots qui sont en adéquation et en cohérence avec un client qui aime la nouveauté. Quant à la quatrième lettre donc, de la méthode SONCAS, qui est le confort, il peut s'agir du confort, par exemple, psychologique, donc ne pas faire face à une installation compliquée et à un mode d'emploi complexe, ou du confort physique, proximité, par exemple, du point de vente, la douceur du matériau. Donc le confort se rapproche un peu à la sécurité. Et donc le client qui est en quête de confort recherchera la simplicité et également la tranquillité. Et il sera généralement peu sensible aux aspects technologiques ou techniques, il sera un peu, plus réceptif à la simplification et à la vulgarisation. Et donc, du coup, le vocabulaire durant la vente, c'est le fait de choisir le mot simple, le mot facile, le guide, proposer un guide, l'assistance, serein, agréable, émotion, disponibilité, réactivité, aide. Donc des mots qui définissent un peu le confort et qui vont mettre en confort ce client qui est en quête de ce confort. Puis, l'avant-dernière lettre, celle de l'argent, il s'agit d'un facteur qui est présent bien sûr dans toute vente. L'argent peut à la fois jouer le rôle de frein ou au contraire de motivation à acheter. Et l'important, c'est de faire comprendre au prospect que son achat n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. Et donc pour cela, il doit clairement pouvoir percevoir donc les bénéfices du produit-service pour en fait se projeter dans un acte d'achat qui est rentable. Et la négociation, la remise, la promotion donc rentrent également en compte afin de donner satisfaction au prospect financièrement et stimuler en fait son achat. Et puis, il faut noter que quasiment tous les clients sont sensibles à cet aspect pécunier dans un processus de vente. Et donc, l'argent peut jouer alors un rôle plus ou moins important. Et donc, en fonction du rôle de l'acheteur et de ses capacités financières, donc c'est au vendeur donc, de détecter quel type d'acheteur.
Dans tous les cas, le client va chercher à faire une bonne affaire, quel que soit le client, c'est-à-dire un achat à un bon rapport qualité-prix. Et donc, généralement, les termes les plus judicieux à utiliser donc, durant la phase de vente, c'est par exemple économie, qualité, donc le rapport qualité-prix, le placement, rentabilité, solde, promotion, bonne affaire aussi, le fait que le gain également, augmenter, diminuer, bref, tous les mots qui sont liés à l'argent, cher ou pas cher, un prix compétitif, l'investissement, l'opportunité, donc tous les mots qui peuvent attirer donc ce côté pécunier, donc surtout pour les acheteurs qui veulent faire un peu l'affaire, qui veulent faire cette bonne affaire. Et donc le vendeur, c'est au vendeur de détecter quel type de voir si c'est vraiment un acheteur qui est très comment dire, très sensible à ce côté, le A de son casse, et d'adapter donc l'argumentaire selon le type de client. Et enfin, la sympathie, bien qu'il s'agisse en fait d'une motivation qui est secondaire, la sympathie du vendeur peut jouer un rôle qui est déterminant lors d'une vente. Donc l'attitude du commercial peut soit huiler un peu les rouages de la vente, soit les faire grincer. Ainsi, le commercial en fait doit veiller donc à véhiculer des messages qui soient soignés, avec une attitude qui soit positive, donc toujours le sourire, et ouverte. Donc cette chaleur humaine, on va jouer un peu sur le psychologique du client, et du coup cette chaleur humaine, le dynamisme, la politesse, l'écoute, le conseil, comme j'ai dit, le sourire, sont tant d'éléments qui peuvent installer donc la confiance et qui peuvent jouer sur tous les autres éléments donc, de son casse. Et du coup, installer la confiance entre un vendeur et puis un acheteur. Et puis, il ne s'agit pas de faire ami-ami avec tous les prospects. Attention, mais il s'agit de construire une relation simple et gagnante-gagnante, imprégnée du respect et d'humilité, qui ne peut être que positif. Et si on croise la méthode CAP et la méthode SONCAS, ceci permettra en fait d'atteindre de très belles performances donc commerciales. Donc là, c'est par rapport à la phase de découverte qui est pour les vendeurs, surtout la phase de découverte. C'est la phase la plus importante et c'est là où tout est joué pour le vendeur. Et puis, nous arrivons à la phase d'argumentation. Cette phase d'argumentation, en fait, elle consiste à présenter les arguments qui font éveiller l'intérêt du client. Et donc, le vendeur doit choisir soigneusement la hiérarchie en fait, de ces arguments et l'ordre de leur apparition. Et il peut avoir intérêt à jouer sur le côté un peu affectif, donc le capital sympathie, ou au contraire, des fois, à insister sur un discours qui est plus rationnel. Donc selon, et là on est toujours devant le client, donc une certaine adaptation selon le client. Que ça soit affectif, donc la phase de découverte va permettre de voir au vendeur s'il est plus dans le côté affectif ou plutôt il est devant un client qui est plus rationnel. Et c'est ce qui nous amène en fait au traitement des objections. Et c'est en fait une phase à laquelle le vendeur doit spécialement donc se préparer et les clients ont souvent une réaction donc de défense qui les incite en fait à dévaloriser le produit ou à le comparer avec ceux de la concurrence. Et là, le vendeur doit alors répondre au client en choisissant la méthode la plus adaptée. Il devra en fait affaiblir l'objection en semblant un peu donner raison au client tout en minimisant le problème. Ou également, il peut contourner en fait cette objection en affirmant que le client est mal informé et du coup, il devrait bien expliquer, donner plus de preuves, plus d'informations au client pour contourner cette objection. Il peut également transformer l'objection en question, d'accord? Donc l'objection du client en question avant d'y répondre, d'accord? Donc le fait
de transformer cette objection en question, donnera du temps au vendeur de bien choisir ses mots et de bien répondre et de bien donner les bons arguments donc par rapport à cette objection qui au final, l'intérêt final c'est que ce client passe commande. Ou encore reformuler l'objection afin d'adopter une réponse précise s'il s'agit vraiment d'une objection réelle. Donc essayer de reformuler cette objection et de démontrer d'une façon professionnelle que le client n'a pas raison et donc apporter une réponse qui soit plus précise à ce client. Ceci est par rapport donc à la phase d'entretien, qui est la phase la plus importante, bien sûr, parce que c'est là où il y a la prise de contact, où le vendeur découvre le client. Cette phase de découverte qui est qui est le pilier de cette phase d'entretien, parce que celle-ci, elle va permettre en fait, cette phase permettra donc de découvrir ce client et à deviner donc le profil de ses clients donc à travers des questionnements, à travers la méthode SONCAS, etc. Et une fois que cette découverte va être mise en place, ça va faciliter la tâche au vendeur donc de choisir ses arguments, de répondre à ses objections, etc. Donc la phase de découverte et la phase de découverte et de prise de contact sont les plus importantes donc pour mettre en œuvre en fait cette argumentation. Et enfin, nous arrivons au dernier point de cette négociation, qui est la phase de conclusion. Donc la phase de conclusion qui consiste en fait à tenter d'obtenir une commande. C'est vraiment la finalité et l'objectif de cette négociation. Et le vendeur, en fait, peut attendre des signaux de la part du client qui montrent que le client a pris sa décision et a initié la conclusion suite à la présentation de l'ensemble de ses arguments. Et puis, même si, et qu'elle soit, en fait, cette décision, qu'elle soit négative ou positive, bien sûr. Et même si aucune commande n'a été passée, il ne faut jamais oublier que le client pourra acheter plus tard, et donc il faut donc formuler une phrase de conclusion qui laisse ouverte toutes les possibilités et qui laisse une bonne image donc du vendeur et de l'entreprise, et du coup le vendeur donc doit garder une bonne relation qui même si il n'y a pas prise de commande, le client pourra revenir. Et surtout il faut bien sûr, comme dans son cas, c'est le capital sympathie. C'est cette attitude positive qui est démontrée par le client, par le vendeur, qui va permettre au client peut-être de revenir, et laisser cette bonne image chez le client va lui permettre de revenir. Alors les jeunes, ceci est par rapport donc à la partie de la négociation, et comme je vous dis, ce ne sont que les grands axes, puis notez ce que je dis à l'oral, donc faites vos fiches entre les schémas et ce que je dis à l'oral pour bien ficeler votre cours. Et puis juste avant de finir, il faut noter en fait que ce que je vous ai présenté là aujourd'hui, donc les différentes phases de la négociation, celle-ci en fait, elle s'applique à la vente en face à face, ok? Et donc la vente téléphonique au téléphone, elle suit une autre méthode, elle s'appelle la méthode CROC, C-R-O-C, c'est-à-dire le contact, les raisons de l'appel, les objectifs de l'appel et la prise de congé. Donc par rapport au contact, par exemple, allô, bonjour, et le vendeur se présente. Le vendeur explique donc à son interlocuteur les raisons de son appel, donc on est dans le R de CROC, et enchaîne sur les objectifs de l'appel, ce qu'il souhaite obtenir de son interlocuteur, puis terminer l'appel avec une prise de congé, c'est-à-dire reformulation, remerciement et salutation.
Et il faut noter donc qu'une affaire importante ne se traite jamais au téléphone. Donc l'appel téléphonique a pour but seulement de nouer contact avec un acheteur potentiel. Et bien sûr, finalité et objectif, le but ultime de cet appel, c'est d'obtenir un rendez-vous en face à face pour pouvoir faire les différentes étapes de la négociation que nous avons vues donc pendant cette séance. Donc les jeunes, je vous dis merci pour votre attention. C'était le dernier point de notre cours. J'espère que vous avez pu assimiler donc les grands axes de ce cours. Je vous invite à faire vos recherches et n'hésitez pas bien sûr à me poser des questions. Et puis je vous souhaite très bon courage et portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.